Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, nouveau générique, parce que nouvelle bibliothèque, ça y est, elle est enfin montée, je suis tellement contente, vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a encore, alors ça y est, j'ai rangé, j'ai beaucoup trié lorsque j'ai défait mes cartons. J'ai mis parfois sur 2 rangées, donc je me suis dégagé beaucoup de place. Donc je suis très contente parce que ça veut dire que je peux encore remplir ma bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur des lectures propices, idéales pour l'automne, pour Halloween, pour un temps un peu pluvieux, un temps où les feuilles sont mortes, jaunissent, enfin bref, l'automne est une de mes saisons préférées et donc c'est pour cela que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Alors vous allez voir, ce sont des livres qui... Il y a un peu de tout, il y a de la fantasy, il y a du contemporain, il y a un peu du young adult, il y a de l'horreur, il y a des livres qui font vraiment très peur, d'autres qui ont plus une ambiance autour de la psychologie des personnages. Bref, c'est une vidéo où je vous parle de livres qui pour moi évoquent l'automne. Ce côté un peu cocooning, mais en même temps on a envie de se faire peur, mais pas trop non plus. C'est parti, pour pas qu'elle soit trop longue cette vidéo. Donc vous allez voir, je vous ai sélectionné pas mal de titres, il y en a pour tous les goûts. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si pour vous les titres que je vous ai proposés vous évoquent l'automne ou pas du tout. Ce sont des titres que vous avez déjà vus pour la plupart sur ma chaîne puisque je les ai lus pour la plupart chroniqués en vidéo. Je commence avec une trilogie que je voulais vous présenter, qui est la trilogie Nea Chronicle de Jean Vigne. Alors bien sûr, je commence par le dernier là, qui est une trilogie qui est parue aux éditions du Chat Noir. Le premier tome s'intitule Memento Mori, le deuxième s'intitule Post Mortem et le troisième s'intitule Manus Dei. Alors le Chat Noir, les éditions du Chat Noir, c'est une maison d'édition, une petite maison d'édition indépendante qui est spécialisée dans tout ce qui est littérature fantasy, plutôt tournée vers la noirceur, vers le gothique. Et j'avais beaucoup aimé cette trilogie de fantasy, alors qui est présentée comme une trilogie de fantasy young adult, mais moi je trouve pas tellement, hormis que le personnage de Nea, qui a 15 ans, alors en effet c'est une ado, mais c'est une trilogie qui est assez sombre. En fait, Nea, elle va se réveiller un jour, elle est à demi enterrée dans des espèces de marais, dans des marécages, elle comprend pas très bien ce qui lui arrive. Elle a un énorme trou de mémoire, pourquoi est-ce qu'elle a été enterrée à moitié vivante dans ce marécage. Et puis, il y a des choses bizarres qui vont se passer autour d'elle, notamment elle va avoir un lien extrêmement fort avec certains animaux, comme les serpents, c'est pour ça qu'on voit des serpents sur la couverture. Et quand elle rentre chez elle, elle voit ses parents, et en fait ses parents lui apprennent que ça fait 5 ans qu'elle a disparu. Voilà. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'elle s'est réveillée à demi-morte dans ce marécage? Alors, c'est une trilogie de fantasy. On va osciller entre les légendes arthuriennes. Jean Vigne s'est beaucoup inspiré des légendes arthuriennes, donc Arthur, Merlin, Morgane, je ne vous en dis pas plus. Et puis on va découvrir que Nea a des pouvoirs étranges maintenant qu'elle est entre guillemets revenue à la vie. Que s'est-il passé pendant ces 5 ans? Donc voilà, je vous conseille vraiment cette trilogie. Alors je ne sais pas, je pense qu'on peut encore la trouver sur le site du Chat Noir parce qu'elle a régulièrement été épuisée. C'est jamais sorti en poche. Vous pouvez peut-être la trouver d'occasion. Mais vraiment, c'est une excellente trilogie de fantasy. Et je vous la recommande parce que c'est très bien écrit. C'est pas young adult, c'est très noir, très gothique. Et puis, on est dans les marécages, dans la nature, dans les forêts. Donc allez-y, les yeux fermés pour cette petite trilogie. Je continue avec de la fantasy avec la 9e maison de Leigh Bardugo. C'est aux éditions de Saxus. C'est un premier tome. J'attends toujours la suite puisque je crois que ça va être une trilogie, il me semble. Là aussi, j'avais beaucoup aimé l'ambiance de ce bouquin.
On va suivre Alex Stern, qui a vécu une adolescence chaotique. Pas de papa, une maman hippie qui l'a traîné un peu de squat en squat. Et un jour, à 20 ans, elle va se retrouver la seule survivante d'un massacre inexpliqué. Elle se réveille sur son lit d'hôpital et on lui offre le choix de se racheter entre guillemets et d'intégrer, donc je crois que c'est l'université de Yale aux États-Unis, et d'intégrer une prestigieuse maison qui s'intitule la 9e maison, donc d'où le titre, le Léthé. Donc le Léthé, L-E-T-H-E, c'est un fleuve des enfers grecs. Et en fait, on va découvrir tout un monde de sociétés secrètes dans cette université de Yale, avec en tout 9 maisons qui ont pour but de former les futurs dirigeants du pays. Alex n'a pas été choisie au hasard, elle a la possibilité de voir les fantômes et elle va se voir chargée d'une mission, celle d'enquêter sur une jeune fille qui s'est suicidée. Non, qui s'est pas suicidée, c'est un meurtre. C'était vraiment une très très bonne lecture, alors un petit peu déroutante parce qu'on est toujours un peu dans la brume, dans le flou au départ, et puis après bon je trouve que les choses s'accélèrent, mais vraiment je vous le conseille parce qu'on est vraiment dans une ambiance, on est sur un campus universitaire, c'est à la mauvaise saison, on est en automne, on est en hiver, il fait froid, il neige, il y a la pluie, il y a cette enquête, il y a les pouvoirs d'Alex qui sont révélés au fur et à mesure, et bien sûr j'attends la suite avec grande impatience. En fait, je crois que je vais vous parler de tout ce qui est fantasy et après je vous parlerai de tout ce qui est contemporain. Je voulais aussi vous parler de Morwenna de Joe Dalton. C'est un roman qui a été publié chez De Noël dans leur collection Lune d'encre. C'est un roman que j'ai lu il y a quand même pas mal de temps, mais que j'avais adoré pour l'ambiance. Morwenna, c'est une gamine qui est placée dans une école privée. Son père la met dans une école privée. Elle se remet d'un terrible accident dans lequel elle a perdu sa sœur jumelle qui s'appelait Morgana. Et Morwenna, suite à cet accident, est restée lourdement handicapée. Et donc en fait, c'est un personnage qui est assez recroquevillé sur elle-même. Elle avait un lien fusionnel, vous imaginez bien, avec sa jumelle. Et donc en fait elle va trouver refuge dans les livres, et dans les livres notamment de science-fiction. Donc on nous cite Delany, Zelazny, Ursula Le Guin, Silverberg qui peuplent ces journées qui la passionnent. Et puis un jour elle va tomber sur une photo qui va la perturber parce que sur cette photo il y a une des silhouettes qui a été brûlée, donc elle va enquêter. Ça parle du petit peuple de fées, ça parle du pouvoir de la littérature, ça parle du pouvoir des mots. Encore une fois, si vous voyez cette magnifique couverture, vous êtes vraiment dans cette ambiance automnale où on parle de l'autre côté du voile, on parle de la nature, on parle du pouvoir de la littérature. J'ai adoré ce roman qui reste un roman avec une fin ouverte d'ailleurs, je vous préviens, on n'a pas réponse à toutes nos questions, mais c'est vraiment une très très bonne lecture. Et Joe Dalton, je l'ai découvert avec ce titre. Et je sais que j'en ai plein d'autres de cette autrice dans ma wishlist notamment. Je voulais aussi vous parler, alors là on est plus dans du young adult, des enfants de Peakwood de Ron Marty, c'est publié aux éditions Scrineo. Donc là, je vous le dis, on est dans du young adult. L'auteur, je l'avais rencontré je crois aux Imaginales, il me semble. J'ai encore sa petite dédicace. Alors, c'est une histoire un peu glauque. J'avais beaucoup aimé, mais je vous préviens, c'est assez glauque. On est à Peakwood, c'est une petite ville du Montana aux États-Unis, donc c'est une ville qui est assez enclavée, il y a les montagnes tout autour. Et en fait, on va s'apercevoir que certains habitants vont se retrouver, vont se réveiller certains matins avec des espèces de blessures qui apparaissent comme ça. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et on va faire la connaissance de Chayton, qui est le médecin de la ville, et de son père qui est chaman. Donc vous voyez, on est dans cette ambiance chamanisme, spiritisme, avec les esprits indiens, qui savent ce qui arrive à tous ces habitants. Et donc en fait, on va remonter un peu le fil du temps de ce qui est arrivé aux habitants. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance parce que, je vous l'ai dit, c'est noir, c'est glauque. Matinée de spiritisme, de chamanisme, des esprits,
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces habitants se réveillent soudain avec des blessures? On ne sait pas d'où elles apparaissent, la médecine ne peut pas les expliquer. Donc, plutôt pour les plus jeunes, mais vous pouvez y aller parce que c'est très très bien écrit, il y a beaucoup de suspense et j'avais beaucoup aimé. Je termine cette salve de... Je regarde, j'en ai pas d'autres, hein, de fantasy après. Ouais, je vous dis n'importe quoi, ouais. Je termine cette salve de romans fantasy pour vous présenter Le Songe d'Adam de Sébastien Péguin et c'est aux éditions de L'Homme sans nom. Alors là, attention, âme sensible, s'abstenir. C'est un roman assez très noir, assez violent pour certaines scènes. C'est pour ça que je mets les trigger warnings parce que si vous êtes sensible, il y a quand même une ou deux scènes dans mes souvenirs où il faut avoir le cœur bien accroché. On est en Allemagne, dans la forêt noire. Et en fait, on va suivre Hugo et sa fille Morgane qui voyagent. Ils veulent s'installer dans la ville de Göteborg pour quelques mois parce que Hugo écrit sa thèse. Et en fait, le roman débute, ils sont sur une petite route complètement isolée dans la forêt. La brume commence à tomber. Et en fait, ils se trompent de chemin. Et ils errent quelques heures en voiture dans cette forêt. Quand ils arrivent enfin dans la petite ville de Göteborg, ils s'aperçoivent qu'il y a des événements étranges qui vont se multiplier. Donc on est dans une espèce d'ambiance assez creepy. Celui-ci par exemple pour le Spooky Challenge, vous pouvez y aller les yeux fermés. Morgane, elle a l'impression d'avoir des hallucinations, donc Morgane c'est la gamine, elle semble avoir des hallucinations. Hugo va être confronté à des légendes ancestrales de cette Allemagne plutôt médiévale, j'ai envie de vous dire. La couverture, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais avec cette espèce de cerf là, avec des yeux qui font peur, parle d'elle-même. C'est très gothique, c'est très noir, ça fait peur. Encore une fois, il y a quelques scènes qui... Voilà, faut les supporter. Mais je vous incite vraiment à découvrir cet auteur, à découvrir ce roman. Vous verrez, il y aura une petite surprise sur mon Instagram durant le mois d'octobre. Donc venez me voir sur Instagram, j'en dis pas plus, même si vous vous doutez de la chose. Ensuite, je vais vous parler de romans, alors de romans plus horrifiques entre guillemets, et ensuite du contemporain. Alors, bien sûr, je ne peux pas passer à côté de ce mois d'octobre sans vous parler d'un classique pour moi, Salem de Stephen King, aux éditions ici Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai découvert finalement il y a assez peu de temps. Ne vous fiez pas au titre, Salem ça évoque les sorcières. On ne va pas parler de sorcières ici. Nous sommes avec... Alors c'est un des... Ce roman il a été publié il y a quand même pas mal de temps. Parce qu'il y a quand même des choses qui datent... Oui, on est dans les années 1975. Donc vous voyez, il a quand même un certain âge. On est dans le Maine en 1970 et on va suivre Ben qui est écrivain et qui va s'installer, donc parce que je vous lis la quatrième, qui s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Et très vite, il va se rendre compte qu'il se passe des choses très très bizarres dans cette ville de Salem, notamment des types qui ont installé une espèce de brocante. Et ces types sont tout sauf sympathiques, ils sont même très très louches. Et donc on va avoir l'alliance, dans mes souvenirs, de cet écrivain, Ben Mears, d'un prêtre, et d'une jeune femme, je crois, et d'un enfant. Franchement, alors je n'ai pas eu peur quand j'ai lu. Autant pour Shining, j'étais terrorisée. Salem, j'ai pas vraiment eu peur. Mais alors ça vous met dans une ambiance, petite ville du Maine, vous imaginez recroquevillée sur elle-même, la brume, le brouillard, cette espèce d'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en dis pas plus. C'était vraiment bien. Alors il est assez gros, hein, il fait 830 pages, mais je me rappelle l'avoir dévoré ce bouquin, au sens littéral. C'était vraiment excellent. Il y a des... Ah oui, des illustrations. Ah ouais, en plus, alors moi, il y a des espèces d'illustrations qui foutent les jetons. Je vous dis pas. Allez-y, franchement, c'est un classique pour moi de la littérature. Et puis, je trouve qu'avec... par exemple, ça fait peur. Je trouve que Stephen King, il a fondé là une espèce de mythologie autour de ses personnages
qu'on va retrouver plus tard dans plein de films et dans plein d'autres livres. Donc allez-y les yeux fermés pour Salem. Celui-ci, il est introuvable. Seulement d'occasion, il n'est plus réédité, je l'avais acheté moi-même d'occasion, donc vous pouvez le mettre sur Gibert, vous mettre une alerte sur Rakuten et achetez-le dès que vous en avez l'occasion ou faites-les vide-grenier parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est La chambre de Naomi de Jonathan Aycliffe aux éditions J'ai lu, donc c'est vraiment un livre qui ne se trouve plus, je comprends pas pourquoi il ne l'édite plus parce qu'il est... Alors c'est un tout petit livre, hein. Alors là, c'est le seul livre vraiment qui fiche la trouille dans tout ce que je vous ai... Non, il y a celui-ci aussi. Mais vraiment celui-ci, c'est un des livres qui m'a fait le plus peur dans tous ceux que j'ai pu lire. Je le mets à la hauteur de Shining. On va suivre Charles Hillenbrand qui emmène Naomi, donc sa petite fille, 5 ans, dans un magasin de jouets à Londres parce que c'est bientôt Noël, c'est la veille de Noël. Il veut faire plaisir à sa petite fille, il veut lui montrer les illuminations. Et en fait, il détourne le regard quelques minutes et cauchemar de tous les parents, sa fille disparaît. Voilà. Et en fait, on retrouve la petite fille, 2 jours après, elle a été tuée dans une ruelle derrière le magasin. Ça, je vous spoil pas parce que c'est vraiment le premier chapitre. Donc vous imaginez bien que les parents sont dévastés. Ce fait divers va déclencher en fait la fascination d'un photographe qui s'appelle Lewis, qui veut absolument entrer avec la famille, en contact avec la famille, etc. Et en fait, Lewis va aller pour essayer d'interviewer les parents suite à cette disparition tragique. Et en fait, il va s'apercevoir que il se passe des choses très bizarres dans la maison dans laquelle habitent les parents de la petite Naomi. Je n'en dis pas plus parce que c'est un texte très court qui fait 220 pages. La tension monte de plus en plus quand vous lisez ce bouquin. Donc ça parle un peu, pour vous mettre un peu sur la voie, mais sans trop en révéler, mais je pense que vous en doutez, ça parle un peu d'esprit, de fantômes. Mais alors il y a une telle ambiance, un tel suspense dans ce livre que vous ne pouvez pas le lâcher. Et vraiment, voilà, j'avais vraiment peur, je me souviens quand je lisais ce bouquin. Donc si jamais vous le trouvez d'occasion, foncez, achetez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Je vous parle aussi de Ghost Story de Peter Straub, c'est aux éditions Bragelonne dans leur collection Terreur. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps parce que j'ai lu au mois d'août. Ça a été un coup de cœur pour ce bouquin. Stephen King en a encore parlé de l'auteur la semaine dernière quand il a été invité à la grande librairie. Pour lui, Peter Straub, c'est un de ses auteurs qui l'a fortement inspiré. Et Ghost Story, c'est un des livres des chevets de Stephen King. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en ayant lu ce livre, on trouve... après chez Stephen King, pas mal de choses qu'on trouve aussi chez Peter Straub, donc on voit l'inspiration. On suit un groupe de petits vieux, donc déjà j'aime bien parce que c'est un groupe de vieillards, ils ont 70, enfin de vieillards, de petits vieux, ils ont 70-75 ans, bref, ils sont pas de première jeunesse, qui ont l'habitude de se réunir, alors je crois que c'est toutes les semaines, chez l'un ou chez l'autre, et ils se racontent des histoires qui font peur. Et on sent qu'en fait, les uns et les autres sont un peu habités par des cauchemars qui les contaminent les uns et les autres et qui sont des cauchemars qui sont récurrents, ils font un peu tous le même cauchemar. Et au fil des discussions, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient jeunes, beaucoup plus jeunes parce qu'ils se connaissent depuis des années et des années. Et donc en fait, on va remonter le temps au fur et à mesure avec des chapitres qui alternent entre présent et passé parce que on se doute qu'ils sont poursuivis par une espèce d'entité maléfique, mais qu'ont-ils fait pour subir ce destin funeste? Alors, c'est un livre qui n'est pas facile à lire au début, parce que l'ambiance est quand même lourde. Il fait 670 pages. Je vous préviens, il y a quand même beaucoup de descriptions. L'auteur il insiste surtout sur le portrait des personnages. Au départ il nous met dans une atmosphère, dans une ambiance, donc c'est vrai qu'il faut aimer ce genre de bouquin. Il n'y a pas de l'action à toutes les pages, il nous met vraiment dans l'atmosphère, dans l'ambiance, cette ambiance creepy. C'est pas forcément facile aussi à suivre parce que l'intrigue elle est un petit peu décousue à la base, mais une fois que vous avez chopé le truc,
c'est impossible de revenir en arrière. Et c'est pareil, je crois que je l'ai lu en 3 jours parce que c'était vraiment bien. Alors j'ai pas eu peur, mais j'avoue avoir un peu frissonné quand même à la lecture de ce bouquin. Et je ne peux que vous conseiller de le lire, même si c'est pas une lecture hyper facile. Il me reste 2 livres à vous présenter, qui sont plutôt de la littérature contemporaine. 2 livres qui sont vraiment moi dans mon top, je peux pas vous faire de top 3 ni de top 5, je vais faire un top 10 qui sont vraiment dans mes livres préférés de tous les temps. Le premier c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, moi je l'ai aux éditions Pocket, qui est un roman que je regrette d'avoir lu parce que j'aurais tellement... Vous savez, c'est le genre de roman, vous avez tellement envie de le lire pour la première fois, tellement vous avez été bien dans cette lecture. On est avec Richard qui fait ses études, donc il vient d'un milieu plutôt populaire, il a obtenu une bourse pour faire ses études dans une université dans le Vermont. Et il va intégrer en fait, il a la chance de suivre les cours d'un professeur de grec et de latin qui s'appelle le professeur Julian. Ils sont peu nombreux à suivre ses cours, je crois qu'ils sont 5 ou 6. Et ils forment vraiment un tout petit cercle d'étudiants autour de leur professeur qui est une espèce de mentor pour eux. Et donc, Richard, qui vient d'un milieu populaire, va se frotter à des camarades qui, eux, viennent plutôt de milieux aisés. Je me rappelle qu'il y a des jumeaux, il y a Henri, il y a le personnage d'Henri, etc. Mais très vite, il y a une sorte de malaise, parce que Richard va se rendre compte que ce professeur et ses élèves cachent des secrets sous le beau vernis de la popularité, de la richesse, de la culture, du côté intellectuel, se cache le vice. Et on va aller de surprise en surprise dans ce bouquin. C'est avant tout une ambiance université, ambiance campus, où on reste encore une fois dans cet endroit clos, ambiance peut-être d'un autre temps avec ce professeur de grec, de latin, qui porte au nu cette culture latine, cette culture grecque, avec ses élèves en fait qui ne se mélangent pas, qui font partie d'un seul et même cercle. Je ne vous en dis pas plus, il se passe à un moment donné un événement qui fait que tout bascule. C'est vraiment une grande autrice que Donna Tartt. J'ai également lu Le Chardonneret, malheureusement elle n'a fait que 3 livres, hein. Elle a fait Le Maître des Illusions, Le Petit Copain, Le Chardonneret. On attend toujours son prochain roman. Celui-ci, vous pouvez y aller, c'est vraiment une pépite, un chef-d'œuvre. Et je termine avec un roman bien sûr que j'adore. C'est Rebecca de Daphné du Maurier. Je l'ai dans la collection Albin Michel parce qu'ici c'est il a été retraduit par Tatiana de René, me semble-t-il. Si non, pas du tout, je dis n'importe quoi. C'est Anouk Neuhoff qui l'a retraduit. Je me confonds. Tatiana de René, elle a fait une biographie sur Rebecca du Maurier. Parce qu'en fait, quand Rebecca, j'ai dit Rebecca du Maurier, Daphné du Maurier, quand Rebecca a été traduit et qu'il est sorti la première fois en France, il y a beaucoup de passages qui ont été expurgés. Et moi j'avais lu cette première version, donc cette version elle est complète et il manquait quand même une centaine de pages. Donc ça vaut le coup de racheter, depuis il est ressorti en poche, donc vous pouvez y aller. Rebecca, c'est l'histoire d'une jeune femme dont on ne connaîtra jamais le nom, qui lors d'un voyage dans le sud va tomber amoureuse de Maxime de Winter, qui est veuf, qui a du mal à se remettre de la mort de sa femme. Ils vont tomber follement amoureux, ils vont se marier très très vite. Notre narratrice, elle est très jeune, elle a une vingtaine d'années, elle n'a jamais eu d'expérience amoureuse, donc c'est son premier amoureux, son premier mari, etc. Et il va la faire emménager dans sa très très grande demeure, parce qu'il est extrêmement riche, à Manderley, qui est dans Cornouailles, si je vous dis pas de bêtises. Elle va entrer dans ce manoir dans lequel il y a des domestiques qui étaient complètement voués à Rebecca, donc la morte, dont je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, la gouvernante, je me rappelle plus, une gouvernante qui est très effrayante. Et en fait, le souvenir de Rebecca va poursuivre notre personnage, notre héroïne, et en fait, vous avez notre héroïne, Rebecca qui n'est plus qu'un souvenir puisqu'elle est morte, et le manoir de Manderley. C'est un roman
d'atmosphère, c'est un roman psychologique où la tension monte au fur et à mesure, où cette jeune fille qui est complètement naïve au départ va devoir faire ses armes, où le souvenir, le fantôme de Rebecca plane tout au long du roman, avec une fin incroyable. C'est vraiment un roman que je vous conseille pour cet automne, il est idéal. Et en fait j'ai refeuilleté quelques pages tout à l'heure, et en fait ça m'a donné envie de le relire à nouveau. Je crois que je l'ai lu déjà 3 fois, me semble-t-il, donc vous voyez, c'est un classique que je ne peux que vous conseiller. Voilà, c'en est tout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu pour cet automne, avec ces lectures, cet automne ou cet hiver, hein, parce que ça ira très très bien aussi pour cet hiver. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas aimés, s'il y en a d'autres que je vous ai donné envie de lire, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, un petit quelque chose se prépare pour la fin octobre. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite un merveilleux automne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!